Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va plonger dans l'univers sombre et brutal de Berserk, et oui comme vous le savez le manga, le seinen de feu Kentaro Miura. Oh quand même je pense que tout le monde connaît plus ou moins ce manga légendaire à un moment donné. Bon, alors déjà avant toute chose je vous le dis, préparez-vous à un truc de fou parce que là il s'agira effectivement de non pas un top 10, ni même un top 20, ni même un top 30, attention les mecs, là il s'agira d'un top 40, des théories les plus captivantes, les plus dingues, les plus folles, les plus que vous voulez, qui entourent cette épopée légendaire du seinen. Bien évidemment. Donc là, il s'agira donc des secrets sur les Behelit, des mystères autour de Griffiths, autour de Guts. Il s'agira bien évidemment de parler un peu de tout ce qui tourne autour des God Hand, de la causalité. Voilà, même Pipin. Il y aura même des théories sur Pipin, les mecs. À un moment donné, faut quand même dire les termes. C'est pas un truc de fou. Même sur Pipin, j'ai trouvé des théories. Ça va être long, ça va être doux, ça va être délicieux, les gars. Je vous le dis tout de suite, d'autant plus. Et attention, qu'il s'agira de toute nouvelle théorie que je viens à peine de vous concocter. Ça sort du four. Les théories sortent du four, les mecs. En plus de ça, ce sera effectivement une compilation de toutes les autres vidéos qui sont sorties sur la chaîne, dans lesquelles effectivement j'ai parlé des théories Berserk. Donc là, voilà. Alors là, il y a tout, là, salade, tomate, oignon, il y a tout dedans. La vidéo, je t'assure, frère. Tu la regardes, à la fin, t'as le ventre plein. Sans plus attendre, c'est parti pour le top 40 des meilleures théories Berserk. Guts sera celui qui activera la Behelit de Vargas, parce que oui, l'activation de la Behelit, c'est l'un des moments les plus violents de Berserk, particulièrement lors du sacrifice impitoyable de la vente du faucon par Griffiths, afin de réaliser son rêve, entre guillemets. Et donc cette théorie suggère que Guts, dans un ultime acte de désespoir, pourrait bien finir par activer le Behelit que Vargas lui a filé dans le tome 2, afin d'obtenir sa revanche contre Griffiths et les God Hand, puisque cette Behelit, ça fait quand même quasiment 40 tomes que Guts il se la trimballe. Donc on se demande, quand elle sera activée et par qui. Selon cette théorie, ce sera par Guts, qui pourrait potentiellement entrer en contact avec les God Hand ce faisant, mais au lieu de suivre leur plan, il pourrait les trahir en les renvoyant en enfer. Parce que oui, en activant une Behelit, ça appelle directement les God Hand, et ça pourrait être effectivement une bonne stratégie pour Guts, afin de les rassembler tous au même endroit, afin de tous les décapiter. Donc voilà, pourquoi pas. Mais maintenant la question c'est, quel sera son sacrifice ? La bataille finale entre Guts et Griffiths aura lieu à Falconia. Parce que oui, le monde astral s'est déchiré, ayant laissé le reste du monde physique, du plan physique, envahi par les monstres. Ce qui fait de Falconia, le royaume de Griffiths, le seul refuge. Ce qui fait que ça le transforme en lieu idéal pour accueillir le conflit final de la série entre lui et Guts. Et on pourrait effectivement théoriser que ce qui est arrivé à l'empire de Geisurik il y a 1000 ans, c'est exactement la même chose. Et que ça pourrait même se reproduire avec le royaume de Griffiths, puisque l'empire de Geisurik a été mystérieusement détruit par les God Hand, bien évidemment. Et il y a d'ailleurs pas mal d'indices laissés par feu Kentaro Miura qui suggèrent que Falconia pourrait subir un sort similaire. Ce qui fait que Griffiths pourrait devoir redevenir Femto et ramener tous les personnages principaux dans le royaume astral, permettant ainsi de leur nuire de manière significative. Et donc ça permettrait effectivement Guts de le rejoindre dans ce royaume astral / Falconia astral et le flinguer une bonne fois pour toutes. Tout le monde ne survivra pas dans la Team Guts, parce que oui, Berserk est un manga qui est célèbre pour son taux de mortalité élevé et son refus de protéger ses personnages avec effectivement ce qu'on appelle les armures scénaristiques, des plot armor. Sauf que jusqu'à présent, les compagnons de la nouvelle Team Guts, c'est-à-dire, mes personnages préférés, à savoir Isidro, Shierk, Farnèse et Serpico, ont été assez chanceux. Mais bon, avec un peu de chance, avec l'arrivée de Griffiths à Elfenheim, cela pourrait changer rapidement. Et cette théorie effectivement suggère que plusieurs membres du groupe de Guts ne survivront pas à la bataille finale, et franchement j'espère, mais alors là de tout mon cœur, que Isidro passera à la casserole, mais qui se casse de là ce singe. Dégagez le macaque, s'il vous plaît, prenez le macaque et faites en sorte qu'il ne soit plus là. Je ne veux plus voir ce macaque. Dégagez Isidro. Voilà, c'est tout ce que je veux, et j'espère effectivement que cette théorie ira au bout. Merci beaucoup, au revoir Isidro. L'enfant de la lune, c'est-à-dire le Moonchild, c'est-à-dire le fils de Guts et Casca, sera la clé pour vaincre Griffiths. Parce que oui, les protagonistes découvrent finalement que le Moonchild et Griffiths partagent le même corps, ce qui pourrait effectivement jouer un rôle crucial pour assurer justice aux victimes de l'ascension de Griffiths. C'est-à-dire, déjà, tous les mecs de la bande du Faucon et les autres aussi. Ça veut dire que le fait que Griffiths / Femto puisse marcher sur la Terre, avec un vrai corps physique, c'est dû justement à son occupation du corps du fils de Casca et de Guts. Et en utilisant cette connexion, la Team Guts pourrait exploiter les pouvoirs donc du Moonchild afin de contrer les capacités de Griffiths / Femto. Et donc avec une intervention au bon moment, le Moonchild pourrait effectivement permettre à Casca ou à Guts de porter le coup fatal à ce fils de à ce fils d'enfoiré, à ce fils de chien de Griffiths. Et effectivement, mettant ainsi fin au rêve donc de notre ami Griffithsou.
Guts se sacrifiera pour l'armure berserker. Alors, l'armure du berserker de Guts est imprégnée d'une aura extrêmement obscure, montrant même à Guts des visions, un événement similaire à une éclipse avant que tout ne devienne noir. Ces indices suggèrent que le porteur précédent a laissé l'armure absorber tout son sang. On pourrait effectivement partir du principe que cette personne n'est autre que Geiseri, alias Skull Knight. Et c'est donc un sort que Guts pourrait lui aussi rencontrer. Et cette théorie effectivement suggère que Guts pourrait finalement succomber à l'armure du berserker, se sacrifiant afin d'atteindre ses objectifs. Et cette fin serait cohérente avec le thème un peu destin immuable de la série, où Guts, malgré sa détermination, pourrait ne jamais échapper complètement à son destin tragique. Zod et le Chevalier Squelette auront effectivement un dernier duel avant la fin du manga. Parce que oui, Nosferatu Zod est l'un des personnages les plus fascinants de Berserk, un apôtre qui ne désire que de se battre contre des adversaires aussi puissants que Guts ou même le Chevalier Squelette, alias Geiseri, bien entendu. Et Zod, justement, contrairement aux autres apôtres, ne participe pas au rituel hédoniste et cannibale, se concentrant uniquement sur ses batailles, sur ses combats. Et donc, la conclusion de son arc pourrait bien être un dernier duel contre Geiseri, le Chevalier Squelette, le Skull Knight, révélant effectivement peut-être un passé commun avec le royaume de Geiseri. Et donc, cette confrontation pourrait éclairer les relations complexes et l'histoire partagée entre ces deux personnages. La seule personne de la bande du Faucon à aimer Corcus n'est autre que Guts. Et oui, parce que Corcus, comme vous le savez, est la grande gueule officielle de la bande du Faucon. Tout le monde semble être vraiment agacé par son attitude. Et justement, de tous les membres de la bande du Faucon, celui qui aurait le plus de raisons de haïr Corcus, c'est Guts, justement. Parce que la première rencontre entre les Faucons et Guts résulte du fait que Corcus ait voulu attaquer Guts afin de le tuer et lui prendre la prime qu'il a reçue en tuant Bazuzo. Et en plus de ça, au jour de son départ de la bande du Faucon, le Guts, Corcus l'insulte en public vis-à-vis du fait qu'il veuille tourner le dos à la bande du Faucon pour des histoires de rêve et de fierté vis-à-vis du fait que Guts ne supporte pas de servir le rêve d'un autre, c'est-à-dire Griffiths, voilà. Alors que Corcus, lui, estime qu'ils ont tout réussi et qu'il n'y a aucune raison de se barrer. Donc Corcus l'insulte, le prend au col, le menace de le tuer si jamais ils se recroisent, et c'est là que ça commence à être bizarre, parce que Guts ne fait absolument rien, il encaisse tout ce que dit Corcus sans broncher, alors que, pourtant, il est censé être la tête brûlée de la bande du Faucon, toujours prompt à faire la bagarre. Par exemple, au sortir de sa première confrontation contre Zod, un noble s'était moqué de lui et Guts n'a même pas blagué en fait, il a tout de suite sorti une béquille et lui a niqué le pied. C'est là où on se demande, Corcus fait 3 fois pire, il l'insulte, il le prend au col, nanani, et il se passe rien. Gus ne dit rien, il encaisse. Pourquoi, on ne sait pas. De plus, lors de l'éclipse, la seule personne à se soucier de Corcus, c'est Guts, encore une fois, puisqu'il crie son nom à plusieurs reprises et il le cherche, lui et les autres d'ailleurs, il ne cherche que Corcus, mais par contre, les autres membres justement, c'est-à-dire Pupin, Judo et toute équipe, eux, ils en ont strictement rien à secouer de Corcus. Et la preuve ultime de cette théorie qui stipule effectivement que la seule personne à aimer Corcus c'est Guts, c'est que la toute première chose qu'on voit Guts faire dans le tout premier tome du manga Berserk, c'est justement de tuer le démon féminin, responsable de la mort de Corcus. Et oui les mecs, la première chose que fait Guts dans Berserk, c'est venger Corcus. Evander Holyfield serait la principale inspiration du personnage de Guts dans le manga Berserk. Et oui, parce que le regretté Kentaro Miura, le créateur du manga Berserk, est souvent loué pour son attention méticuleuse aux détails, en particulier en ce qui concerne la conception de ses personnages. Et l'un des aspects les plus remarquables de son travail est la représentation de la musculature de Guts, le personnage principal de cette série légendaire. Et il est largement supposé que Miura aurait pu s'inspirer de la musculature d'Evander Holyfield, le célèbre boxeur américain, afin de dessiner Guts. Et en réalité, c'est même pas une question de supposer, c'est une question que Miura l'a avoué tout de go. Puisque oui, Evander Holyfield, surnommé The Real Deal, est connu pour sa carrière exceptionnelle en tant que boxeur professionnel en boxe anglaise, avec un physique impressionnant, ça c'est le cas de le dire, et une musculature extrêmement définie, et de belles oreilles, que bien entendu Mike Tyson s'est empressé de mordre. Sa carrure athlétique, développée par des années d'entraînement rigoureux et de compétition intense, est le reflet parfait de la force brute et de l'endurance, des traits qui sont également incarnés par Guts. Dans Berserk, je pense qu'on pourra tous le dire, et Miura, qui a toujours cherché à insuffler une touche de réalisme dans son œuvre, aurait trouvé en Holyfield un modèle idéal. Et donc la musculature de Tonton Holyfield n'est pas seulement impressionnante, mais elle est également fonctionnelle, conçue pour la performance et la puissance, des caractéristiques essentielles pour un personnage tel que Guts, qui doit constamment repousser ses limites physiques. Et oui, dans Berserk, Guts est souvent représenté avec une musculature massive. Ses muscles sont dessinés avec une précision qui suggère une connaissance approfondie de l'anatomie humaine, et cette attention aux détails permet au lecteur de percevoir non seulement la force de Guts, mais aussi les rigueurs de sa vie de combat. La musculature de Guts est à la fois un
symbole de sa puissance physique et un témoignage des innombrables batailles qu'il a endurées. De plus, la carrière de Holyfield, marquée par des triomphes et des défis constants, eh bien résonne avec l'histoire de Guts, qui est également une quête de survie et de dépassement de soi. Holyfield a affronté certains des adversaires les plus redoutables de son époque, tout comme Gus doit affronter des ennemis titanesques et des épreuves surhumaines. Parce que oui, affronter 2 fois Mike Tyson, on peut le dire, c'est un peu un équivalent IRL de survivre à l'éclipse, et surtout gagner 2 fois contre Tyson. Alors bon, il n'est pas surprenant que Miura, cherchant à créer un héros qui incarne à la fois la force et la résilience, ait trouvé en Holyfield une source d'inspiration. On va parler tout tranquillement des blagues autour de Donovan. Alors, ces blagues, c'est une espèce de mème, hein, je te dis. Continuons avec le délire autour de Idolmaster. Alors, Kentaro Miura, donc comme chacun sait le mangaka, le regretté mangaka de Berserk, était connu pour être un fan du jeu vidéo Idolmaster. Et il y a eu pas mal de spéculations et surtout des blagues dans la communauté Berserk pour dire qu'en fait, c'est parce que Miura jouait trop à Idolmaster et que forcément, ça conduisait à des retards dans la publication de Berserk. Parce que comme vous le savez, avec Togashi, Miura était de son temps très connu pour être un mec qui prend beaucoup de pauses, beaucoup d'hiatus, bref, il avait des problèmes de santé, donc voilà. Et étant donné que dans une interview, Miura disait qu'il aimait bien Idolmaster, donc forcément, voilà. Tous les gros bourrins de la communauté Berserk ont commencé à faire des mèmes par rapport à ça, genre ouais, Miura joue à Idolmaster, c'est pour ça qu'il sort plus de chapitres, enfin bref, voilà. On va continuer avec la fameuse phrase du Griffiths n'a rien fait de mal. Alors, c'est une expression, il faut le dire, assez provocatrice, utilisée par la communauté Berserk pour débattre des actions de Griffiths. Évidemment, quand on parle des actions de Griffiths, on parle d'une action bien spécifique du Griffiths qui consiste quand même à sacrifier l'entièreté de la Banque du Faucon afin de pouvoir renaître en démon pas très sympathique. Et clairement, ça fait partie de ces phrases les plus controversées, c'est-à-dire que si vous voulez foutre le Delbord dans le subreddit Berserk ou dans un forum Berserk quelconque, voilà, vous dites Griffith dit dans ses Wang, et voilà, tout le monde va se sauter dessus pour s'entre-déchirer. Et donc, avec le temps, cette expression s'est vue utilisée ironiquement pour susciter des discussions sur la morale et les choix de Griffiths, voilà. Certains disent que finalement Griffiths devait aller au bout de son rêve, parce que de toutes les manières, bon, ne serait-ce que pour faire en sorte que tous les sacrifices de ces hommes n'aient pas été en vain, et d'autres, bien sûr, disent que c'est quand même pas très sympa de sacrifier tous ses potes. Ça dépend de là où vous vous placez sur la boussole morale. Bon, évidemment, pour moi, il n'y a pas de question. Et je veux dire, si Griffiths vraiment n'avait rien fait de mal, ça n'en ferait pas un bon personnage en ce qui me concerne. C'est parce que Griffiths a plongé dans l'obscurité qui fait que c'est un putain de perso, en fait. Voilà, bref, peu importe. On va passer avec, écoutez, une théorie qui est très connue, ce qui est tout à fait normal que ce soit très connu, vu qu'on est, comme vous le savez, à la surface. Ce sont des théories, ce sont des spéculations que tout le monde plus ou moins connaît. Donc forcément, on va parler de la théorie qui stipule que Skull Knight est Geiseric. Alors, c'est une théorie populaire qui suggère forcément que Skull Knight, le mystérieux personnage en armure, est en fait l'empereur Geiseric, un personnage historique du monde de Berserk, qui a vécu 1000 ans avant les événements actuels du manga. Et en réalité, même si clairement et verbatim, il n'y a pas un moment dans le manga où on dit Skull Knight c'est Geiseric, en réalité c'est canon, je veux dire, bon, évidemment que Skull Knight est Geiseric, surtout lorsque l'on voit les derniers chapitres avant la mort de Miura, évidemment que c'est Geiseric, d'autant plus que, parce que même Guts, lorsqu'il entend l'histoire de Geiseric de la bouche de la princesse Charlotte, la première chose à laquelle il pense, c'est justement Skull Knight en fait. Donc bon, après bon, voilà, si on commençait à parler de tous les indices qui montrent que Skull Knight est Geiseric, on est encore là dans 3 jours. On va continuer avec peut-être mon même préféré de la communauté Berserk. Alors, c'est le Put your glasses on, nothing will be wrong. Excusez mes talents de chanteur vraiment discutables. Bon alors, clairement, là il s'agit d'une ligne de la chanson du générique, de l'animé Berserk de 97, et qui est devenu forcément un mème au sein de la communauté. Parce qu'en fait, en gros, dans la musique, le mec dit Put your glasses on, ça veut dire mets tes lunettes de soleil, mets tes lunettes... Voilà. Sauf que évidemment, vu que le mec qui chante est un japonais, voilà, forcément, le glasses, ça devient grasses, et grâce, bon, peut-être ceux qui sont anglophones, vous le savez, ça veut dire pelouse. Donc, et bien souvent, cette phrase est représentée par un mème donc de Guts avec des lunettes en forme de pelouse. Voilà, fait de pelouse, voilà, bon. C'est marrant, c'est mignon, ça fait partie de ces mèmes un peu bon enfant de la communauté de Berserk que tout le monde connaît plus ou moins, voilà. Put your glasses on... le générique est assez entraînant.
même si, bon, c'est vrai qu'il est complètement hors sujet avec l'ambiance de Berserk, mais on va dire que c'est pas grave. La théorie sur le Moonlight Boy. Alors, cette théorie soutient que le mystérieux garçon, le petit garçon, le Moonlight Boy, le garçon de Clair de Lune, je sais pas exactement comment on l'appelle en VF, qui apparaît lors des, forcément, nuits de pleine lune dans le manga, est en réalité l'enfant de Guts et Casca, dont l'existence a été tragiquement manipulée par des forces surnaturelles. Et ça, encore une fois, bon, je pense aussi que c'est plus ou moins caton, hein, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que cette théorie est à la surface, hein, parce que bon, tout le monde sait plus ou moins qu'il s'agit effectivement de l'enfant un peu à moitié démon de Guts et Casca. Il y a même une planche où tu vois Guts, Casca couché sur le sol avec le petit bébé entre les deux. Bon bref, voilà quoi. C'est la planche qui montre bien que c'est les deux parents et le petit gamin quoi. Le prototype de Berserk. Alors, avant que Berserk ne devienne le manga que nous connaissons, Kentaro Miura a publié une espèce de prototype de l'œuvre. Et ce prototype, justement, contient des éléments qui ont été significativement modifiés, ou même développés dans la série officielle, donnant aux fans un aperçu des premières idées de Miura et de son développement créatif. C'est un petit chapitre assez sympathique, mais évidemment qui casse pas 5 pattes à un canard. Bon, on voit effectivement un Guts différent, avec un modo sur l'œil, avec une arbalète, voilà, c'est assez marrant. Il a toujours effectivement sa marque du sacrifié, mais par contre elle est différente, c'est-à-dire que il me semble que cette marque elle couvre je crois une partie de sa poitrine, il me semble, je crois que c'est ça, voilà, bon, bref. Les idées principales en tout cas de l'arc de l'épéiste noire étaient déjà là, mais en même temps il avait encore un long chemin à faire, donc voilà. Et on va continuer, et là par contre on va parler de quelque chose dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo théorie de Berserk, et donc on va parler du chapitre 83, le chapitre interdit de Berserk, celui où l'idée du mal vous est présentée. Alors, comme je l'ai dit, il existe un chapitre interdit, un chapitre secret de Berserk, le numéro 83, souvent désigné comme étant le chapitre interdit, où l'idée du mal, le concept de l'idée du mal est présenté. Alors, ce chapitre a été retiré des volumes compilés ultérieurs à la demande de Miura lui-même, car il révélait trop explicitement certains aspects du monde surnaturel de Berserk. Et donc, dans ce chapitre, Griffith, qui est donc en train de devenir Femto, grâce au sacrifice de la bande du Faucon, fait la rencontre, on va le dire, de l'être qui apparemment dirige plus ou moins l'univers. Voilà. Donc, l'idée du mal, et il explique plus ou moins à Griffith que les God Hand et lui-même n'existent que grâce à la volonté de l'humanité de souffrir. Voilà, tout simplement. Et que c'est cette volonté primaire de l'humanité d'avoir une raison à leur souffrance et qui a fait naître les God Hand, tout simplement. Mais bon, encore une fois, c'est plus vraiment canon puisque Miura a supprimé ce chapitre, tout simplement. Götz à la main de fer. Alors, en fait, c'est une référence à Götz von Berlichingen, un véritable chevalier allemand du XIVe siècle, également connu sous le nom de Götz à la main de fer, en raison de, vous l'aurez deviné, de sa prothèse donc de main en fer. C'était un chevalier, mais c'était également un mercenaire, et donc les fans de Berserk discutent souvent des similarités entre ce personnage historique et Götz, évidemment, notamment au niveau de leur féroce indépendance, du fait qu'ils étaient tous les deux des mercenaires, et forcément leur prothèse de bas mécanique, ce qui suggère que Miura pourrait avoir puisé de l'inspiration des figures historiques réelles pour créer son propre guerrier noir. Ce qui est marrant avec cette histoire, c'est que bon, quand on voit ça, on se dit mais c'est obligé que Miura se soit effectivement inspiré de ce Götz-là, de Götz von Berlichingen, mais lui-même dit que non, pas du tout. Il a pas du tout, en tout cas il se rappelle pas d'avoir eu cette inspiration. Moi, si vous voulez mon avis, je pense que Miura a dû être inspiré sans même s'en rendre compte, peut-être vis-à-vis donc de ce personnage historique allemand, voilà, mais qu'en fait après peut-être qu'il a oublié ou ce genre de choses, ou que c'était un peu limite peut-être subliminal. En tout cas, ce mec qui s'appelle Götz, quand même, c'était un mercenaire, il avait une main de fer, je veux dire, c'est quand même compliqué, voilà, de faire croire à quiconque qu'il n'y a pas anguille sous roche. Bref. Continuons avec le bêtisier de l'animé de 97. Alors, après la sortie de l'animé de Berserk en 97, vous le savez, je considère l'animé de 97 comme étant le GOAT, la meilleure adaptation ever de Berserk, eh bien, des vidéos et des anecdotes, en fait, sur les erreurs et les moments humoristiques lors de la production ont circulé. Et quand je dis lors de la production, je parle en réalité du doublage américain, du doublage anglais, en fait. En fait, il y a eu plein de compilations de bêtisiers, donc des doubleurs de l'époque. C'est juste que, quand on voit effectivement ce bêtisier, on se rend compte que, les mecs, ils s'amusaient, quoi. Ils s'amusaient de dingue. Tu vois par exemple le doubleur de Guts qui parfois il pète un câble, il commence à prendre l'accent de Schwarzenegger. Le mec, tu l'entends en train de hurler « Get to the chopper !» Les mecs, ils se tapaient des barres. Ils se tapaient clairement des barres.
Allez, on va terminer le chapitre sur les eaux claires avec la théorie de l'Europe alternative. Alors, Berserk se déroule quand même dans un monde qui ressemble beaucoup à une espèce d'Europe médiévale alternative, et donc, en gros, c'est une théorie qui nous inviterait à réfléchir sur les influences historiques et géographiques de Berserk, hein, sur la manière dont elle façonne le monde du manga, parce qu'en réalité, on peut plus ou moins dire que l'Empire Kushan, c'est plus ou moins la Turquie, l'Inde, voilà, bon. Le Midland, c'est une partie de la France, mais c'est surtout l'Allemagne. Tout ce qui est Odyssey et tout ça, bon bref, évidemment, c'est l'Italie. Et Tudor, ce serait la France. Et donc, ça voudrait dire que notre ami Guts est français. oui. Soit français, soit allemand. Parce qu'en principe, Guts est originaire de Tudor. Il n'y a rien qui est dit, hein. On sait même pas s'il est originaire de Midland ou de Tudor. Parce que, par exemple, au début de sa vie, lorsqu'il est mercenaire, bien souvent, on le voit se battre du côté de Tudor, lors de son duel contre Masuzo. Voilà, Masuzo, qui est donc du côté de Midland, et donc forcément, si Guts le combat, ça veut dire qu'il est du côté de Tudor. Donc ça voudrait dire logiquement que Gambino était un mercenaire à la solde de l'armée de Tudor, ce qui voudrait dire que notre ami Guts est originaire de Tudor. Ce qui voudrait dire qu'il est français. Et pourquoi pas? C'est vrai que la plupart des gens s'accordent pour dire que Guts est plutôt originaire du Midland, donc ça veut dire qu'il serait plus allemand que français. Mais écoutez, je ne sais pas. Tout cela, de toutes les manières, ce n'est que des hypothèses. Le jeu Dreamcast Guts Rage, donc Sword of Berserk Guts Rage, hein, pour être tout à fait précis. Alors, ce jeu est peu connu en dehors des fans les plus fervents, étant donné qu'il est quand même sorti sur la Dreamcast étant quand même une console mortonnée. Donc forcément, il y a assez peu de personnes qui y ont joué, et c'est donc un jeu vidéo dont le scénario a été écrit par Miura lui-même. J'en parle beaucoup dans mes vidéos sur les adaptations de Berserk, hein. J'ai beaucoup aimé ce jeu, faut le dire, et en fait parce que ce jeu se situe entre le tome 22 et le tome 23, et en ce qui me concerne, il est canon, hein. Et voilà. J'en parlerai pas plus de ce jeu, mais en ce qui me concerne, pour moi, il présente l'une des scènes les plus poignantes entre Guts et Casca. Voilà, tout simplement. J'en dirai pas plus, j'en parle beaucoup plus dans ma vidéo sur les adaptations de Berserk, donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, allez-y. Bon, on continue. Alors, on va parler un peu de Hellraiser. Alors, Hellraiser, qui est donc une série de livres, et effectivement, El Famoso film, hein, donc voilà. Et donc, il est dit qu'il y a pas mal de similitudes esthétiques et thématiques entre les God End de Berserk et les Cenobites, du film et de la série de livres Hellraiser. Et donc ces comparaisons suggèrent que Miura a pu s'inspirer de l'œuvre de Clive Barker afin de créer ses propres antagonistes effrayants. Et Miura, en réalité, ne s'en cache même pas. Hein. Il a effectivement dit qu'il aimait beaucoup Hellraiser. Donc à la limite, est-ce vraiment une théorie? On ne sait pas. Bon, là par contre, là on va parler d'une véritable théorie qui stipule que Theresia est celle qui tuera finalement Guts. Alors, Theresia qui est-ce? Pour ceux qui n'ont pas lu le manga, pour que vous la connaissiez. Donc alors, Theresia est la fille du comte, un personnage secondaire de Berserk. Et donc, on la voit lors de l'arc de l'épéiste noire. Et donc, après que Guts ait tué son père, elle jure de se venger. Bon. Et étant donné que, comme je l'ai dit lors de ma vidéo sur l'épéiste noire, cet arc n'apporte pas grand-chose au manga. Limite, voilà, au niveau de la continuité, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment bizarre. Guts est bizarre et Griffith est bizarre. On se dit, bon, bien souvent, il y a beaucoup de fans qui se disent, mais en fait, cet arc, il sert à rien. Voilà. Et c'est vrai que ce serait quand même sympa de faire en sorte que Theresia ait quand même un gros impact sur l'intrigue, étant donné qu'elle vient d'un arc qui, pour l'instant, a un impact quasi nul. Et donc on va continuer, et on va surtout terminer le chapitre des profondeurs avec, peut-être l'entrée la plus marrante, la plus intéressante, je dirais. Et donc cette entrée se base sur une interview, où Miura estime que Berserk s'approche davantage du genre shoujo, c'est-à-dire le genre des mangas romantiques pour les jeunes filles, au vu du fait que Berserk explore beaucoup les relations interpersonnelles entre les personnages, en fait. Et bien que Berserk soit généralement classé comme le seinen de tous les seinen, c'est-à-dire, bon, les seinen étant des mangas pour les jeunes adultes, en raison de sa violence graphique et de ses thèmes adultes, quand même, eh bien, cette perspective suggère quand même un examen plus nuancé des éléments dramatiques et émotionnels de l'œuvre. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire de dire que Berserk, c'est un shoujo plutôt qu'un seinen. Enfin, je veux dire, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. On va parler donc de Gaston. Alors Gaston, qui est un peu le bras droit de Guts, on le voit assez peu, mais il est toujours un peu là. Et le truc de Gaston, c'est que, effectivement, comme la plupart des mecs de la bande du Faucon, il meurt lors de l'éclipse. Mais le truc, c'est que juste avant sa mort, Gaston révèle à Guts qu'il se sent comme un personnage mineur dans une histoire folle écrite par un mec random. Ce qui pourrait indiquer en fait une prise de conscience métanarrative rare dans les œuvres de fiction où un personnage reconnaît sa propre existence fictionnelle. Donc voilà, en fait, Gaston serait self-aware.
carrément. Voilà, ça fera plaisir à Jean-Claude Van Damme, ça j'en suis certain. Et en gros, donc, Gaston serait l'équivalent de Deadpool dans Berserk. Bon, évidemment, malheureusement pour lui, il meurt juste après, ça c'est un peu con. Allez, on va continuer avec la couleur de peau de Casca. Alors, bon, je pense que vous l'avez remarqué, Casca est... Voilà, à la peau assez foncée, hein, elle est très basanée. Et donc, certaines personnes se sont demandé si elle n'était pas un peu Kushan. Et oui. Donc, voilà, cette entrée explore l'origine ethnique de Casca, et certains fans, comme je l'ai dit, spéculent sur le fait qu'elle pourrait être d'origine étrangère, d'origine Kushan, hein, un peuple représenté dans Berserk, et qui partage des traits physiques similaires avec elle, ce qui ajouterait des couches supplémentaires à son personnage et à l'histoire globale. Écoutez, on ne sait pas vraiment. Voilà, peut-être qu'elle vient d'un village peuplé de Kushan, ou peut-être que ses parents étaient des immigrés, on ne sait pas. Voilà. Les Kushan étant une espèce de peuple qui a un remix entre civilisation turque et indienne, donc voilà. Allez, on continue avec la théorie dont j'avais déjà parlé, et à de multiples reprises, donc la théorie qui veut que Void est en fait le sage torturé par Geiserik. Alors, il existe une théorie, comme je viens de le dire, Void, le leader vraiment assez dégueulasse des God Hand, était autrefois le sage que l'empereur Geiserik aurait fait torturer, comme évoqué par Mosgus durant l'arc de la conviction. Alors, cette théorie donc suggère que le sage est devenu Void suite à ses tourments, créant un lien direct entre l'histoire ancienne de l'univers Berserk et les événements actuels. Et c'est une théorie qui pour moi tient vraiment debout, hein, vraiment, parce que lorsque lorsque Skull Knight intervient à la fin de l'éclipse afin de sauver Casca, il y a quand même un long moment où Void et Geiserik, Skull Knight plutôt, même si c'est le même personnage, se regardent en fait. Il y a un truc, il y a une tension entre ces deux personnages, ça c'est certain. Voilà. Et en plus, la tête de Void est complètement écartelée, et ça pourrait faire penser à un mec qui s'est fait torturer. Alors on va continuer avec peut-être l'une des théories que je trouve les plus intéressantes. Malheureusement, je l'avais pas mis dans ma vidéo sur les théories de Berserk, donc écoutez, ça va être sympa. Ça me permet effectivement de rattraper une erreur. Donc on va parler maintenant de la théorie des marques du sacrifice. Alors, cette théorie stipule que l'emplacement de la marque du sacrifice sur le corps n'est pas aléatoire, mais bien symbolique. Parce qu'effectivement, lorsque la bande du faucon va se faire sacrifier, eh bien, tous les membres donc de la bande du faucon se voient affublés d'une petite marque dite du sacrifice. Voilà. Et le truc, c'est que chaque membre de la bande du faucon reçoit cette marque à un endroit différent de leur corps. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, la marque de Casca est sur son cœur. Et j'ai envie de dire, si on devait interpréter, ce serait logique, parce que, après tout, elle est le cœur de la bande du faucon. La Casca est aussi le cœur de Guts, ça c'est une évidence. Judo, lui, reçoit la marque sur sa main, qui reflète effectivement son habileté, hein, vu qu'il est très adroit, voilà. Celle de Pipin, lui, apparaît sur son bras. Et effectivement, Pipin est le mec le plus fort plus fort physiquement, hein, en termes de force brute, de la bande, voilà. Et Guts, quant à lui, est marqué sur le cou. Donc, à la limite, là, il peut y avoir plusieurs interprétations. Donc déjà, première interprétation, Guts ne peut pas voir sa marque. Donc ça peut éventuellement symboliser son refus de se soumettre aux affres du destin. Aussi, on peut dire que, étant donné qu'il reçoit cette marque sur le cou, donc le cou, qu'est-ce que c'est? Ça supporte la tête étant griffise, bon bref. C'est un peu de la branlette intellectuelle, effectivement, on peut le dire. On continue avec la théorie qui stipule que la bande du faucon est calquée sur Miura et ses amis. Alors, certains fans pensent que les personnages de la bande du faucon sont tous basés sur Miura et son cercle d'amis à l'époque du collège et du lycée, avec Pipin qui représenterait Miura lui-même. Alors, cette théorie n'est pas vraiment une théorie, à la moitié une théorie, parce que Miura l'a avoué en fait. Il a avoué effectivement qu'il s'était beaucoup inspiré de son propre cercle d'amis à l'époque du collège et du lycée, et que Pipin était en fait peut-être une représentation de lui-même carrément. Bon. Et cette théorie cherche à établir des parallèles entre les relations des personnages dans l'histoire et les interactions réelles de l'auteur. Et en fait, si vous voulez en apprendre un peu plus sur ça, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de la chaîne de Paul. Il parle de ça de manière très précise d'ailleurs, comme toutes les vidéos de Paul. C'est un mec vraiment qui fait de l'excellent boulot, mais je pense que vous le savez, hein, le mec est très connu. L'inspiration principale de Berserk. Alors, d'après Miura, il s'agirait de Gwyn Saga. Alors, Gwyn Saga, qui est donc une série de romans de dark fantasy, qui aurait donc fortement influencé Miura, en tout cas d'après ce qu'il dit, dans la création de Berserk. Et les fans cherchent souvent des similitudes dans les thèmes, les personnages et les récits de ces deux œuvres, afin de soutenir cette théorie, qui n'est encore une fois peut-être pas tant une théorie que ça, vu que Miura l'a avoué. Je
véritable plan de Griffiths serait-il que Guts devienne un God Hand à son tour? Étant donné son caractère possessif, il ne serait pas, somme toute, surprenant que Griffiths veuille reprendre le contrôle sur Guts, au lieu de simplement le tuer comme on le pensait. De plus, en raison de ce qui s'est passé lors de l'éclipse, Guts a échappé au contrôle de la causalité, tout comme lorsqu'il a quitté la bande du Faucon pour la première fois, rappelez-vous, lorsqu'il a battu Griffiths à plat de couture en lui cassant son épée. Et puis bon, la dernière chose dont a besoin un système qui fonctionne sur le principe de destinée immuable, donc le système des God Hand, c'est bien quelqu'un qui évolue en dehors de cette destinée. Pour Griffiths, convertir Guts à sa cause en ferait une marionnette très utile, comme il l'a été jadis à l'époque de l'âge d'or. Ainsi, Griffiths aurait estropié Guts, agressé Casca sous ses yeux en lui faisant perdre la raison dans la foulée, et j'en passe, tout cela pour briser mentalement Guts au point de le faire passer du côté obscur. Une chose qui a d'ailleurs bien failli arriver, la bête des ténèbres en étant la preuve. Guts, pendant ses 2 ans à arpenter la terre pour trouver, débusquer et exécuter tous les apôtres, CF l'arc de l'épéiste noire, a fait exactement ce que Griffiths attendait de lui, car d'après cette théorie, les plans de Griffiths sont simples, faire de Guts, petit à petit, un monstre aussi abominable que lui. D'une certaine manière, à l'issue de l'arc de l'épéiste noire, Guts est assez similaire au Griffiths qui sort des géoles du donjon de Midland. Ils sont tous les deux mutilés au point d'être méconnaissables, ils ont tout perdu, Griffiths son rêve et Guts ses amis et Casca, et tous les deux sont prêts à tout pour se venger. Si cette théorie est avérée, Griffiths, encore une fois, a bien failli voir son plan se concrétiser. Mais hélas pour lui, l'influence vertueuse de Puck, de l'elfe Puck, a fait capoter ses plans, et a permis à Guts de finalement sortir la tête de l'eau avant qu'il ne soit trop tard, à l'issue de l'arc des enfants perdus, avec Rosine et toute l'équipe. Alors, avant de passer aux théories suivantes, il y a quelque chose que vous devez absolument savoir afin de comprendre la suite de cette vidéo. Il s'agit d'un personnage, entre guillemets, si on peut le qualifier ainsi, de l'univers de Berserk, dont l'existence même est controversée. Les connaisseurs de l'univers de Miura doivent déjà savoir à qui je fais allusion. Évidemment, je parle de l'Idea of Evil, désolé pour mon accent un peu bizarre, l'idée du mal donc en français. Alors, Idea of Evil, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce d'être abstrait, symbolisant la volonté de la conscience collective de l'humanité, et tout particulièrement du désir de l'espèce humaine d'avoir une raison transcendantale concernant son existence et sa souffrance. Ça a l'air compliqué, mais en fait ça l'est pas. L'Idea of Evil est responsable du sort de l'humanité dans l'univers de Berserk, agissant sur les désirs collectifs de l'espèce humaine. En gros, l'idée du mal a été inconsciemment créée par l'humanité afin que quelque chose soit responsable de leur souffrance et la perpétue elle-même. C'est génialement space, Miura est un génie, comme vous le savez. Évidemment, ceux qui n'ont lu que le manga Berserk sans s'intéresser à ce qu'il y avait à côté doivent se dire attends, mais de quoi il parle ce mec? Il n'y a jamais eu d'Idea of Evil dans le manga, c'est quoi Kezako Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant, parce que l'idée du mal, donc le personnage entre guillemets de l'idée du mal, de l'Idea of Evil, n'apparaît que lors du chapitre interdit, le chapitre 83, dans lequel l'idée du mal s'entretient avec Griffiths, tout en lui faisant un tas de révélations. Mais ce chapitre, vous le devinez bien, a été censuré, a été supprimé par Miura, parce que ce dernier a par la suite estimé que l'apparition de la divinité du monde de Berserk à ce stade de l'histoire limiterait un peu les choses. Donc officiellement, l'idée du mal ne fait pas partie de l'histoire canon de Berserk. Mais cela dit, Miura n'a jamais explicitement nié sa canonicité, même lorsqu'on le lui a directement demandé. Aussi, on ne va pas se priver pour parler des théories les plus juteuses autour de l'idée du mal. Et, vous vous en doutez bien, il y en a toute une tripotée. Donc, selon l'idée du mal, le but des membres des God Hand est de donner une raison à la douleur et au désespoir de l'humanité en les incarnant eux-mêmes, comme je l'ai déjà dit. En général, ils semblent se contenter d'imposer un cycle vicieux. Griffiths, cependant, est un peu différent. Il a déjà activement changé le monde en créant la ville de Falconia et sert d'agent d'espoir et accessoirement de messie. Bien sûr, il s'agit là de pur pragmatisme, puisque même avant l'éclipse, Griffiths se fichait éperdument de créer un monde meilleur et en a dévasté la majeure partie pour forcer les gens à entrer dans la cage dorée de Falconia. Griffiths est défini par son ambition. Alors pourquoi voudrait-il s'arrêter à devenir un God Hand? Et je doute qu'il veuille être l'égal de qui que ce soit, y compris au God Hand et même à l'idée du mal. En fait, il s'offusquerait probablement d'être soumis à la causalité et à l'idée du mal. Maintenant qu'il a établi Falconia, le faucon de lumière Griffiths attend son heure pour s'élever au-dessus de ses collègues God Hand et devenir une véritable divinité. Pour ce faire, Griffiths doit modifier la nature elle-même, ce qu'il fait d'ailleurs en fusionnant les plans astral et physiques afin d'atteindre des sommets encore plus élevés jusqu'à défier l'Idea of Evil
et prendre sa place. Évidemment, les autres God End ne vont pas tolérer l'ambition démesurée de ce renégat, ce qui va conduire à une guerre civile entre God End. Donc les 4 God End s'abattront sur le nouveau roi Griffiths, comme sur Geisric il y a un millénaire, bien qu'on ne sache pas s'ils réussiront ou s'ils seront tués. Étant donné que Guts et Casca devraient quand même, développement de personnage oblige, être ceux qui finiront Griffiths, je vois bien ce dernier, donc Griffiths, se faire affaiblir par une espèce d'assaut contre les God End, pour ensuite, affaibli, se faire achever par Guts et Casca. Et bien que Guts et Casca aient obtenu leur vengeance, la fin sera douce amère. Quel que soit le membre du God End qui seront tués lors de cette bataille finale, il y aura au moins un membre qui survivra, comme cela a été suggéré lors de la fin du règne de l'empereur Geisric. Le monde mettra des siècles à se remettre des changements qu'il a subis. L'idée du mal existera toujours et pourra continuer à exister sous une certaine forme, tant que les gens désireront une raison à leur souffrance. Mais les actions de Griffiths auront définitivement changé le statu quo, permettant à la main cruelle de la causalité d'affaiblir son emprise. Ironiquement, son faux acte de bienveillance, c'est-à-dire créer Falconia, permettra au bien réel, représenté par Guts et ses amis, de se manifester et de réduire l'emprise des God End et des apôtres, soit en augmentant les forces surnaturelles qui souhaitent améliorer le monde, ou, en plus de cela, en forgeant une nouvelle divinité qui représente l'espoir et le désir d'un monde meilleur, opposé évidemment à l'idée du mal, une espèce d'antithèse de l'idée du mal. En bref, Griffiths va tenter de briser le cycle pour devenir tout puissant, mais ce sera la chose même qui le mènera à sa perte. Griffiths est le faucon de la lumière, choisi par l'idée du mal, on sait bien. Mais est-ce vraiment si important quand on regarde la situation dans son ensemble? L'idée du mal est une invention humaine, je le rappelle, et les humains n'existent pas depuis si longtemps. À long terme, les humains finiront par disparaître, en même temps d'ailleurs que l'idée du mal, et même la Terre elle-même et toute vie sur elle vont finir par disparaître également. Un jour, Griffiths sera complètement oublié parce que la volonté de l'homme est si minuscule comparée à la volonté de la nature et à celle de l'univers entier que voilà, c'est pas terrible. D'une manière ou d'une autre, tout cela va arriver à Griffiths et c'est là que les choses vont vraiment commencer à mal tourner. J'imagine bien Griffiths tourner complètement fou en mode Kefka ou Kuja de Final Fantasy 6 et 9 et tenter de détruire le monde. On verra là une occasion pour la Team Guts de joindre leurs forces avec les God End, pourquoi pas? Ce serait pour le moins intéressant. Bien que cela paraît hautement improbable, eh bien il y a un sens de la vengeance personnelle dans le monde de Berserk. Et oui, comme lorsque Guts a tué Donovan après qu'il ait abusé de lui, ou comme lorsque Griffiths a tué Genon sur le champ de bataille de Doldrey des années après qu'il se soit prostitué à lui, ou encore comme lorsque Casca a dû poignarder un noble qui voulait faire d'elle son esclave sexuel. Donc, Casca tuant Griffiths ne serait pas un espèce de vol bizarre, comme lorsque, spoil de la saison 8 de Game of Thrones, attention, Arya tue le Night King, donc c'était un vol et c'était super bizarre. Là, justement, ce serait quelque chose de bien plus préparé scénaristiquement, si jamais ça devait être Casca qui devait finir Griffiths. En fait, cela pourrait être tout le contraire pour Guts. On pourrait dire, ouais, bon, Guts a été mis de côté. Pas vraiment. En fait, ce serait, je pense, un merveilleux moment de développement de personnage pour Guts. Parce que là, il réalisera finalement que c'est Casca qui a le plus de raisons de tuer Femto. Parce qu'elle a déjà été beaucoup plus endommagée que lui, en tout cas, psychologiquement parlant. Et au-delà de ça, contrairement à Gus, qui a finalement les idées d'abandonner entre guillemets Griffiths, eh bien Casca, elle, n'a jamais lâché Griffiths. Si on prend tout ça en compte, je pense que Guts la laissera volontiers porter le coup fatal. De plus, cela serait une humiliation terrible pour Griffiths, parce que même si Griffiths n'a plus de sentiments envers Guts, sa fierté quand même exigerait probablement qu'il soit terrassé, s'il devait être terrassé, qu'il soit terrassé par quelqu'un qu'il considérait autrefois comme un égal, c'est-à-dire Guts, plutôt que par quelqu'un qui n'a finalement été qu'un outil jetable sur la route de sa grandeur, c'est-à-dire Casca. Zod est un addict du combat, dont les ennemis préférés sont le chevalier squelette et Guts évidemment. Il serait beaucoup plus intéressant pour lui en termes de challenge de s'opposer à Griffiths et à son armée d'apôtres plutôt que de l'aider dans une guerre gagnée d'avance. De plus, Zod a déjà combattu aux côtés de Guts une fois, même si c'était plutôt une alliance forcée. Et enfin, il est actuellement le bras droit de Griffiths. Donc maintenant, pensez à qui était le dernier bras droit de Griffiths et ce qui lui est arrivé, c'est Guts. En plus de cela, il se pourrait que Griffiths abandonne Zod, ou l'ensemble de ses serviteurs démoniaques à un moment donné. Donc je doute que Zod ait beaucoup d'hésitation pour tourner Kazakh. Les God End auraient un équivalent positif. Alors, chaque fois que les God End gagnent un nouveau membre, on peut deviner qu'un espèce de badass qui était censé mourir dans le processus finit par survivre également, devenant un membre d'une force opposée aux God End. Donc on a pu voir
Guts qui a survécu à son éclipse, et le Skull Knight, donc Getherick, qui a également, on le pense, survécu à sa propre éclipse. D'ailleurs, on le sait lorsque l'on voit le tout dernier des chapitres que Miura a écrit à sortir avant de mourir. Et maintenant, deuxième partie de la théorie, Berserk devient intentionnellement plus léger et moins dark dans son ton, parce que l'idée du bien est en train de se développer. Et oui, car s'il existe une idée du mal, pourquoi n'existerait-il pas en opposition une idée du bien, par exemple? C'est de la pure spéculation, vous vous en doutez bien, mais ça semble logique. En tout cas, au grand malheur d'un bon nombre de fans dont je fais hélas partie, Miura s'est mis à alléger progressivement le ton sombre de la série avec l'ajout de bon nombre de personnages à l'intérêt très discutable, l'impayable Isidro étant l'exemple le plus infameux de personnage qui n'a rien à faire dans Berserk. Mais d'après cette théorie, ce ne serait pas un move commercial de la part de Miura pour cibler un public avide de shonen, mais pour montrer au contraire que l'idée du bien deviendrait réelle à mesure que Guts, et peut-être dans une certaine autre mesure Likert, défie le destin et rassemble de plus en plus de partisans entre guillemets. Et peut-être que son existence affecte d'une certaine manière ou est affectée par la perception de la vie de Guts. Nous allons parler encore une fois de l'Idea of Evil, que l'on va nommer très classiquement, je parle de la théorie suivante, l'Idea of Evil et les parties du corps. Je pense personnellement que l'idée du mal pourrait jouer un grand rôle dans l'arc final. Void lui-même a déclaré que l'idée du mal était une divinité créée par l'homme. C'est un océan de sentiments, le subconscient de l'humanité. Juste après la naissance de l'idée du mal, le premier Crimson Behelit, c'est-à-dire Behelit écarlate ou le Behelit du roi, a été créé et fut la base de la naissance du premier God End, qui qu'il soit d'ailleurs. Et donc, pendant l'éclipse, quand le chevalier squelette a débarqué, il a de suite attaqué Void. Mais pourquoi seulement Void? Et les autres God End alors? Ces deux-là étaient peut-être des amis proches il y a 1000 ans, vous savez, la fameuse théorie qui stipulerait que Skull Knight est en fait Getherick et que Void est le sage torturé par ce même Getherick juste avant que son royaume ne se fasse détruire par les God End. C'est une histoire qu'avait raconté Mosgus. Mais peut-être que la raison pour laquelle le chevalier squelette a visé Void, est tout autre et n'a rien à voir avec tout ça. Et on arrive à notre présente théorie, celle des parties du corps de l'idée du mal. L'idée du mal, elle-même, semble être un espèce de cœur massif. D'accord, mais où est le reste de son corps? Peut-être que Void serait son cerveau, Ubik serait ses yeux, Conrad sa bouche, Slann évidemment sa poitrine. Voilà. Reste à savoir ce qu'est censé représenter Femto. Donc, les membres des God End semblent n'être que des parties de l'idée du mal, de la même façon qu'ils ne sont que des doigts d'une main. Donc ça voudrait dire que pour tuer l'idée du mal, il faudra obligatoirement passer par les God End. Ça ne va pas être de tout repos pour notre ami Guts, vous vous en doutez bien. Tandis que la majorité des fans de Berserk se creusent la tête depuis plus de 22 ans pour essayer de deviner par quels moyens Guts pourrait parvenir à se débarrasser des God End qui sont des divinités ultra abusées, et donc de Griffiths, une minorité de fans de Berserk pense au contraire que la défaite des God End aux mains de Guts sera infiniment plus facile qu'on ne pourrait le croire. En effet, il a été dit que l'épée de Guts, la fameuse Dragon Slayer, la tueuse de dragons, gagne en puissance après chaque entité astrale qu'elle tue et qu'elle pourfend. Par conséquent, cette arme finira bien par pouvoir être capable de tuer au moins un God End. Et si Guts y parvient, forcément, la tueuse de dragon gagnera en puissance de manière phénoménale, ce qui permettra à Guts de tuer le prochain God End plus facilement encore, et ainsi de suite. Guts, après le meurtre de Void, Ubik, Conrad et Slann, sera alors fin prêt pour la bataille finale contre Femto et l'Idea of Evil. Ça promet. Guts, donc, serait, sans le savoir, aidé par l'idée du mal, en tout cas durant l'arc de l'épéiste noire. Réfléchissez-y, ça n'a rien de si fou que ça. La raison d'être de l'idée du mal, comme je l'ai dit maintes et maintes fois au cours de cette vidéo, est de faire souffrir les humains. Sur ça, on est d'accord. Depuis les premiers chapitres de Berserk, à l'exception de l'âge d'or et jusqu'à la tour de la conviction, Guts a été vilipendé par les gens qu'il a fini par sauver. Maintenant, si j'étais l'incarnation du mal de l'humanité, je verrais du potentiel en Guts et je manipulerais tout le monde dans le but de le faire souffrir davantage et donc à travers lui, l'humanité. C'est pourquoi il a fait en sorte que Griffiths passe 1 an à se faire torturer dans les géoles de Midland dans le seul but de faire en sorte que le Faucon de la Lumière, donc Griffiths, soit abattu devant ses partisans et que le monde sombre dans le désespoir. De la même façon, la chute de l'empire de Getherick part d'une volonté de l'idée du mal de ruiner l'espoir de l'humanité d'être unie. Donc, si on part du principe que l'objectif de l'idée du mal est de causer de la souffrance à l'homme, aider Guts dans sa quête de vengeance serait la première chose à faire. Aussi, peut-être que le chien des ténèbres, l'alter ego haineux de Guts, qui le pousse à revenir à ses sombres jours de chevalier noir, serait en fait une sorte d'incarnation de l'idée du mal qui s'est imprégnée en Guts. Et on en vient à la théorie suivante,
qui est en continuité avec la précédente. Donc, Guts serait en train de détruire lentement l'idée du mal, à partir évidemment de l'arc de la conviction. Donc, même si on part du principe que Guts était effectivement aidé par l'idée du mal quand il était l'épéiste noir, eh bien, quoi qu'on puisse en dire, Guts est constamment en train de frapper, de cogner, de déchirer, de détruire l'idée du destin, l'idée de la causalité dans les dents. Chaque fois que Guts semble sur le point de mourir, il parvient à s'en sortir. Il n'a pas non plus de respect pour le surnaturel, mais il voit le monde astral comme une sorte de, entre guillemets, c'est comme ça. Griffiths, au contraire de Guts, est devenu ce qu'il était en embrassant un destin. Mais lui, il s'est brisé directement lorsque celui-ci ne correspondait pas parfaitement à ce qu'il envoyait. En revanche, Guts, tout le contraire de Griffiths, continue de se battre, quoi qu'il arrive, même s'il échoue, déchirant le destin, déchirant les règles, déchirant tous les principes que l'idée du mal essaie de maintenir. Avec suffisamment de temps, Guts pourrait bien être en mesure de détruire l'idée du mal, en faisant voir aux gens que la causalité n'est qu'un présupposé et que parfois, les choses tournent mal sans raison. Le subconscient humain changerait et l'idée du mal s'affaiblirait, évidemment car elle a besoin de maintenir la souffrance et le tourment de l'humanité afin de justement maintenir son pouvoir sur cette même humanité. Et vu qu'on est sur l'humanité, je pense que parler de la théorie stipulant que la seule manière de vaincre l'idée du mal se fera par la conscience collective de l'humanité, eh bien, s'impose. Comme je l'ai dit, les spécialistes de Berserk connaissent le chapitre manquant qui se focus sur l'idée du mal, le fameux chapitre interdit 83. Son existence même est basée sur le besoin de l'humanité, là je parle de l'idée du mal, d'avoir une raison pour toutes ces souffrances, je l'ai dit 100 000 fois. Et plus il y a de la souffrance, et plus l'idée du mal devient logiquement plus forte. Les God Hand tirent directement toute leur puissance de cette source, et elle n'a jamais été aussi forte que depuis que le monde a sombré dans l'âge des ténèbres. L'humanité est impuissante face à l'idée du mal, car elle est complètement inconsciente de la véritable nature de l'univers. Donc, si Guts veut gagner contre un tel ennemi, il n'a qu'un seul moyen de le faire, inspirer le peuple à être plus badass et à rejeter le fatalisme. Il a déjà fait cela à plusieurs personnages auparavant, mais cela n'a pas encore eu d'effet, parce que c'était seulement à toute petite échelle. Si Guts faisait quelque chose qui fasse tomber la jolie façade de Griffiths d'une manière suffisamment épique sous les yeux du monde entier, eh bien, les God Hand pourraient soudainement commencer à s'affaiblir. Pas assez pour les rendre impuissants, mais assez pour que Guts puisse enfin se battre contre eux sur un pied d'égalité, ce qui lui permettrait de porter finalement un coup fatal à Griffiths et à Femto. Et quand plus de gens verront que Griffiths n'est pas seulement un démon détestable, mais qu'il peut saigner comme tout le monde, eh bien, le flot massif de sang chaud des démons et des apôtres deviendra imparable et drainera progressivement les pouvoirs de l'idée du mal. Et alors, vous verrez une vengeance comme vous n'en avez jamais vu auparavant. La vengeance de Guts. La série se terminera par la fondation d'une nouvelle religion dans le monde de Berserk. Les personnages finiront par découvrir l'idée du mal et sa raison d'être. À un moment donné, quelqu'un se rendra compte que la meilleure façon de la combattre est de convaincre la société que sa souffrance n'a pas besoin d'avoir une cause extérieure et qu'elle doit être endurée et surmontée. Une chose menant à une autre, et une sorte de religion basée sur l'anti-nihilisme pourrait naître. Ce serait une fin un peu trop positive pour Berserk, mais elle serait logique, somme toute. Alors voilà, la vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu. N'oubliez pas de vous abonner pour encourager la chaîne, et si vous voulez effectivement d'aventure me soutenir davantage, jetez un œil à nos t-shirts et mugs disponibles dans la boutique. Vous pouvez aussi effectivement faire un petit don via PayPal afin de soutenir financièrement la chaîne car elle en a grand besoin. Voilà, petit coup de Patreon, petit coup de PDF si vous voulez effectivement vous jeter dans l'aventure YouTube. Bref, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et à la prochaine.